Alors, plus de 15 ans après le titre La Liste, on ne te dissocie toujours pas de ce tube. Est-ce que ça t'embête qu'on t'en parle encore ? Ah non, pas du tout. Bah non, c'est mon porte-bonheur. Donc, je veux dire, je peux pas renier quelque chose qui est tombé du ciel. Depuis quelques années, tu as décidé de ne plus cacher tes failles, d'en parler, de les partager pour aider les autres. Quel a été le déclic ? Je pense que j'ai eu besoin surtout de m'avouer à moi-même la vérité. Donc, comme mon moyen d'expression, c'est l'écriture, à ce moment-là, en 2017, j'ai commencé à écrire le livre Kérosène, mais je ne l'avais pas du tout prévu pour un livre. C'était mon carnet de bord pour tenir ma sobriété. Ouais. Et surtout pour me rappeler de l'enfer, d'où je venais en fait. Parce qu'en fait, si tu ne te rappelles pas sans cesse d'où tu viens, tu peux y retourner. Et tu le relis encore ? Ouais, ça m'arrive. Complètement, je lis des passages, surtout en travaillant mes épisodes. J'ai besoin parfois d'aller relire des choses. Est-ce que tu as eu peur au moment de te lancer du jugement des autres ? Non, jamais. Je crois que c'est un problème chez moi, je n'ai jamais peur. Alors, j'ai toujours l'impression, j'ai eu longtemps l'impression qu'on me jugeait. Attention, j'aime pas ça. Mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux faire. Justement, comment tu appréhendes le regard des autres depuis toute jeune, enfant ? Est-ce que tu en as un souvenir ? Ouais, bien sûr, j'ai besoin du regard des autres, énormément. J'ai été le chercher beaucoup. Je pense que j'ai été chercher par des moyens raccourcis l'approbation des autres que je n'arrivais pas à m'autoriser moi-même. En fait, je n'arrivais pas à me valider. Avant ce raccourci-là, il y a déjà de vouloir plaire à sa mère, plaire à son père. Oui, j'entends vraiment avant d'être connu. Il y a vraiment ça. Dans ton enfance. Il y a vraiment ça. Non, mais je veux dire, même avant de se plaire à soi-même, j'ai d'abord compris que je voulais plaire à mes parents en faisant ce métier-là, parce que j'ai choisi un métier qui est le rêve de mon père. Donc j'ai réalisé son rêve. Lui, il faisait quoi, ton papa ? Mon papa est musicien amateur, mais c'est-à-dire qu'il a une discographie incroyable et que le jour où il est monté dans mon tourbus, mon premier tourbus en 2010, il a pleuré. Et moi, j'ai pleuré en me disant, je réalise le rêve de mon père. Mais je ne suis pas sûre que je réalisais forcément le mien. Aujourd'hui encore, je me pose la question. Parce que je vois que je fais plein d'autres choses qui m'apportent énormément plus que la musique qui t'amène. J'aime la musique. C'est une passion, vraiment. J'aime écrire surtout. Et j'aime l'humain. J'aime rencontrer les gens. Et au-delà de tout ça, j'ai un désir d'être utile. Depuis toute petite, je me rappelle faire des choses pour ma mère et attendre qu'elle me dise « Ah bah merci, tu m'as bien rendu service ». Je repassais des piles de linge, j'avais 8 ans. Tu voulais faire plaisir en fait ? Ouais. Je voulais qu'on m'aime, évidemment. Dans l'utilité, il y a cet altruisme égoïste. En fait, ça nous revient et c'est normal. C'est circulaire. Après, tu peux être vraiment généreuse aussi. Je le suis, malheureusement, ça m'a beaucoup coûté. Mais c'est au-delà de ça. Je pense que, évidemment, que le don ne va pas sans la réception, quoi. Et la réception ne va pas sans le don. Donc les gens qui attendent qu'on leur donne quelque chose et qui donnent rien, pour moi, c'est pas possible. Et tu dis que quand tu étais petite, déjà, tu avais une addiction au sucre. Pas toute petite, mais à l'adolescence, j'ai commencé à faire des crises je ne savais pas que c'était de la boulimie parce que je regardais beaucoup de documentaires là-dessus et ça me fascinait. Et ce qui me fascinait encore plus, c'était les anorexiques. Je les enviais. Je me disais comment elles arrivent à avoir cette volonté-là de plus manger, alors que moi, j'étais aliénée, en fait. Je pouvais pas m'arrêter de manger. Mais ça ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Donc, je me suis dit, je suis pas malade, je mange trop. C'était pas des crises de boulimie où on va s'acheter, comme je voyais les émissions, je pouvais pas manger pendant 3 heures d'affilée, je me faisais pas vomir. Mais par contre, je mangeais en cachette. Je me resservais plusieurs fois en cachette. Ça m'est arrivé d'aller vider les assiettes quand j'étais jeune, débarrasser la table et manger avant de mettre à la poubelle. Et je me suis aperçue qu'il y a plein de filles qui font ça encore. Et tu venais combler quelque chose. Ouais. Est-ce que tu sais quoi aujourd'hui ? Toujours pareil. Je pense que, de toute façon, ce vide-là, tant qu'on l'a pas comblé par quelque chose d'extrêmement puissant, et aujourd'hui je sais qu'il n'y a rien de plus puissant que la spiritualité, tant qu'on n'a pas comblé ça avec quelque chose d'intérieur, je suis en ce moment dans Spinoza à fond parce que ça fait 2 ans que je suis dessus et je pense que j'en ai pour toute la vie parce que c'est illisible, on peut que lire des gens qui ont étudié Spinoza. Donc j'essaye de le lire mais c'est compliqué, mais j'ai compris qu'en fait la joie elle devait venir de l'intérieur et que rien ni personne ne pouvait me donner ce que moi je me donnais pas. Mais t'étais pas en joie alors à ce moment-là, 15-16 ans? J'étais en joie partiellement dans des moments ponctuels. Donc j'étais en joie parce que j'étais toujours amoureuse. J'avais la chance aussi d'avoir des hommes qui étaient amoureux de moi. J'étais en joie parce que je faisais de la musique. Un peu plus tard, j'étais en joie. Par contre, je me suis rendu compte que quand j'écrivais, j'étais touchée par la grâce depuis toute petite. En fait, ce qu'on appelle le flow aujourd'hui dans le yoga ou ce genre de choses, des moments où on perd totalement la notion de l'espace-temps. On n'est plus dans l'espace-temps du tout. Et en fait, je pouvais écrire des heures.
Et ça me rendait dès tellement petite heureuse. Ah oui, depuis que je sais écrire. Ok. Ouais. J'ai des journaux intimes, moi, j'ai des placards remplis de. Et ça, t'as compris désormais que c'est ça ta source vraiment première de bonheur. C'est ça ma source, mais aujourd'hui, il y a au-delà de ça, cette source-là, elle est très importante parce qu'elle est personnelle, elle est intime, elle me permet d'examiner ma personne et de savoir, même 2 ans après, de relire des choses et savoir où j'en suis et voir si j'ai évolué. C'est très important pour moi. T'écris tous les jours ? Tous les jours, oui, beaucoup. Mais j'écris tout, hein. D'abord, je fais 3 pages les pages du matin de Julia Cameron, qui est Libérez votre créativité, qui est un truc exceptionnel pour Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron, qui est destiné à la base aux artistes, entre guillemets, mais sauf qu'on est tous artistes. C'est un peu pour trouver sa raison d'être, ce qu'on appelle en japonais l'ikigai, ce genre de truc pour trouver pourquoi on est fait et de trouver sa part de créativité et dans quoi elle doit s'exprimer. Et en fait, c'est un programme sur 8 semaines. T'as des exercices en fait ? T'as plein d'exercices, mais il y en a un, j'ai jamais été au bout du programme. Parce qu'il est très dur quand même, il faut vraiment se tenir à des choses. Il y a des rendez-vous avec l'artiste, tu dois te retrouver dans la nature. Il y a plein de choses à faire. Mais il y a ces pages du matin et je n'ai jamais arrêté. Et c'est des pages automatiques. Donc tu peux commencer en disant je suis super faim ce matin. Et merde, j'ai oublié, j'ai eu d'acheter les gerblés. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu le fais alors ? 2 ans. Ah oui. Après, j'écris sur mon ordinateur tous les jours. Je lis très tôt, je me lève à 5h30. Donc à 6h du matin, je suis en train de lire des choses philosophiques qui m'inspirent. Et en fait, une phrase d'un coup va, entre les pages du matin et ça va me déclencher une espèce de truc. J'ai besoin d'écrire sur quelque chose d'un coup. Je vais écrire. Il faut que tu te laisses du temps dans la journée. Après, je fais mon yoga. Ouais. Ouais. Mais souvent, je suis un peu inefficace, entre guillemets, à partir d'après-déj, quoi, hein, en vrai. Parce que le matin, c'est ma vie. C'est là où je fais tout. Et l'après-midi, je vis. Tu fais quoi alors quand tu vis ? Ah bah déjà, je déjeune tout le temps avec quelqu'un. Tout le temps, j'ai des gens à voir, des amis, de boulot, des choses. Mais en fait, je travaille, mais sans travailler. Je vais marcher beaucoup. J'essaie de faire 10 000 pas par jour parce que je fais pas de sport. Tu fais pas du tout. Bah, tu fais du yoga. Ouais, mais je le vois pas comme un sport. Ma séance de yoga, c'est méditation, respiration, quelques postures et tout. Mais évidemment, ça muscle en profondeur et ça me fait énormément de bien. En plus, je suis sous hormonothérapie, donc j'ai des gros problèmes d'articulation. J'en ai pour 5 ans, donc on va traitement anti-récidive, voilà, de cancer. Donc je suis obligée en fait le matin, mais même si je bouge le cou. T'es obligée de faire du yoga pour débuter la journée ? Ouais, obligée. Et c'est pour ça que je me lève très tôt parce que en fait je fais tout ce que j'ai. En fait sinon mais même l'administratif, si je le fais pas à 7h du mat, je le fais plus jamais. Voilà. Donc je fais tout ce que je peux. Que après en fait mon esprit après plus le matin, plus la journée avance, plus mes pensées sont en arborescence et moins je peux me concentrer sur quoi que ce soit. Et plus je suis dispersée, et après je m'en veux terriblement parce que je procrastine, je suis dispersée, je dois faire ça, je devais faire ça, je l'ai pas fait. Et tu culpabilises facilement ? Oui, donc du coup j'ai compris que je ne culpabilise plus du tout. Je fais ce que j'ai à faire très tôt, et la journée pour moi elle est impeccable en fait, c'est une joie. Je suis dans la béatitude moi, attention je suis amoureuse des fourmis. Hein. Ça fait du bien. Comme ça, écoute, je mérite, hein, j'ai passé 40 ans à vouloir crever, donc à un moment donné, il faut bien que ça cesse. Et justement, on disait à 15-16 ans, donc du coup, il y avait ces petites crises que tu considères pas être des crises graves d'addiction à la Non, nourriture. c'était des signes précurseurs, ouais. Et à ce moment-là, ta mère, elle t'emmène voir une nutritionniste. Oui, mais parce que je lui dis, je suis grosse aussi. Ah, hein. c'est toi qui lui dis ? Oui. Oui. T'étais dans quel état ? Bah, je me trouvais grosse et c'était vrai. Hein. Je veux dire, je devais faire 15 kilos de plus que maintenant, donc c'est pas gravissime. Mais en tout cas, c'est pas le poids que je voulais faire et c'est pas le poids que je veux faire aujourd'hui non plus. Faut être honnête. Moi, je suis bien là aujourd'hui, telle que je suis. Je cherche plus à maigrir. Là, t'es très fine. Oui, mais avant, je voulais être rachitique. Et avant, t'avais cette passion pour la minceur. La maigreur. Attention, maintenant, j'aime plus ça et surtout, maintenant, j'arrive à comprendre que je suis bien comme ça. Parce qu'avant, même quand j'étais maigre, je disais que je pourrais encore perdre un peu. Oui, donc c'était vraiment... C'est une maladie, ouais. Aujourd'hui, je m'accepte exactement comme je suis. Je me pèse plus depuis 2 ans. Et je sais exactement ce que je dois manger parce que j'ai besoin de manger du sucre. Tu fais attention à ce que tu manges ? Non, je connais exactement comment je dois... En fait, pareil que pour mes journées, toute mon énergie et toutes mes calories sont situées entre 6h du matin et 14h. Mais il y a beaucoup de rigueur quand même entre 6h. Non, mais parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai faim, très faim, et je peux manger 3 fois dans la matinée, je me lève très tôt.
Donc j'ai une addiction au gerblé, donc les gerblés sésame, je me lève. Comme lui, comme voilà, gerblé sésame, il faut que je me lève, il faut que j'ai ça. Sinon, je descends les acheter. Alors c'est pas bon pour la santé spécialement. Non, le c'est Nutri-Score pas bio, est pas bon. Il est pas bon du tout. Mais je suis addict à ça. Après à 10h, je vais me faire un fruit, un bout de fromage, et je vais manger très tôt à midi et demi. Et après c'est fini. Non, ton dîner, c'est pas fini du tout. Je vais me faire un goûter à 16h. Et après, à partir de là, mon énergie, elle baisse, mon envie de manger, elle baisse, tout, voilà, et je me couche très tôt, et c'est comme ça. Voilà, j'ai trouvé mon rythme. Ça, c'est une routine qui est récente. Ça fait un bon moment. Ça fait, honnêtement, ça fait quelques années. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps ? Très, très bien. Alors, aujourd'hui, c'est plus les signes de vieillesse qui parfois font... J'ai la chance de rien voir de près, en fait. Et ça aussi, en fait, je trouve que tout est une bénédiction pour moi. Je me dis, on me dit, demain, tu vois très bien de près, t'as plus besoin de tes lunettes. Je dis non. Parce que quand je mets mes lunettes et que je me regarde, j'ai envie de mourir. Et t'es super belle. Ah non, mais c'est-à-dire que je me maquille comme un pitre, hein. Je me maquille, on dirait un clown, parce que je me regarde pas. Tout le monde me dit, t'as de la poudre comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous de tout. Mais alors, par contre, aujourd'hui, je crois que c'est ça. Je m'en fous de tout. Il y a un espèce de recul énorme qui fait qu'en fait, il n'y a plus rien qui est grave. Et en revanche, tout est important. Je m'implique dans tout ce que je fais. Avant, je m'impliquais dans rien. Je faisais tout en dilettante et je disais, ouais, moi, je suis rock'n'roll. En fait, le rock'n'roll, c'est de s'impliquer dans ce qu'on aime, mais par contre, de pas du tout être en attente de résultats. C'est ça, être rock'n'roll. C'est moi, je fais ma part et Dieu fait le reste, quoi. Et quand je dis Dieu, c'est l'univers, c'est ma grand-mère, c'est la spiritualité tout ce que vous voulez. Parlais, ouais. Oui. Parce que Dieu, moi, je le visualise pas du tout. Pour l'instant, je suis pas du tout dans un truc mystique. J'ai été élevée dans la religion juive et j'y crois pas du tout. Je crois pas à la religion. Je crois à tout sauf à la religion. Je crois à David Bowie qui dit la religion, c'est pour les gens qui ont peur de l'enfer et la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Et moi, je sais que sans spiritualité, aujourd'hui, je serais morte. Donc, j'en ai rien à faire de savoir si c'est vrai ou pas, en fait. Moi, quand je pense à la joie que j'ai de croire en ça, j'ai envie de pleurer tout le temps. J'ai une émotion très, très forte vis-à-vis de ça, quoi. C'est une émotion positive. Très positive, et mes larmes, en ce moment, elles sont de joie tout le temps. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça va pas changer. Il paraît que quand on s'éveille, tout le monde me dit, ouais, on te connaît, les hauts, les bas, t'es cyclotimique, t'es bipolaire. Oui. Mais quand on a eu un déclic comme ça... Mais il y a quand même beaucoup de jugements sur toi, autour de toi. Oui, les gens... Que t'acceptes de recevoir, visiblement. Les gens se foutent pas mal de ma gueule. J'ai eu plein de surnoms chez mes copines, des surnoms un peu rigolos. Et j'ai demandé, là, pour mes 45 ans, on a fait un groupe pour fêter ça la semaine dernière, et j'ai dit, est-ce qu'on peut enlever ce surnom-là ? En fait, je me reconnais plus. Ah, mais comment on peut faire pour l'arrêter ? C'est pas possible. C'est quoi toi. Le surnom ? En plus, c'est spécial. C'est Walou, parce que Walou en arabe, ça veut dire rien. C'est pied noir, ça veut dire rien. Ouais. Ça veut dire, en fait, toutes les soirées, on me disait, elle a encore fait Walou ce soir, c'est-à-dire, on sait pas où elle est rentrée, avec qui, comment, et où est-ce qu'elle a vomi. Donc voilà, je les ai habitués comme ça, quoi. Elle est où, Walou ? Et j'ai dit, je suis désolée, c'est pas que ça me vexe. C'est qu'en fait, je me sens pas, c'est pas moi. Parce qu'aujourd'hui, je fais plus rien de cette façon-là. Alors, c'est chiant peut-être, je comprends. Mais laissez-moi être heureuse, tranquille et tout. Je vous demande pas de valider. En fait, je demande à personne de dire c'est génial. Je suis tellement heureuse que j'en ai plus rien à faire de savoir ce qu'on pense. Il n'y a pas des nouveaux surnoms qui sont arrivés qui Oui, alors bien sûr. Moi, aujourd'hui, on m'appelle KG. Alors, j'ai un groupe qui s'appelle KGV, c'est Keren Gourou Vénère. Donc parce qu'en plus, je suis au début de ma gouroutitude, il y a ce côté-là prosélyte, c'est-à-dire je découvre des choses, il faut que tout le monde les fasse. Et comme j'ai des bons poulains, j'ai beaucoup de copines qui m'ont suivi partout, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai fait un truc, et mes copines elles l'ont fait derrière. Je sais que j'ai toujours eu une espèce de pouvoir fédérateur. Aussi, ouais. Oui. Donc par exemple mes meilleures amies, j'aime bien mélanger les gens, donc elles se sont rencontrées, c'est devenu des amies elles aussi. Je suis pas jalouse du tout de ça et tout, et souvent je suis un peu au centre de pas mal de choses, et donc je me sens obligée de donner des préceptes. Aujourd'hui, j'ai un peu reculé ça, donc aujourd'hui on m'appelle Bouddha, Little machin. Et ces surnoms-là, ils te vont. Tu es ok avec? Oui, sauf quand c'est méchant. Le père de mon fils, il dit c'est bon Bouddha, on t'a pas sonné quoi. Ah oui. Parce que quand je dis ouais, je trouve que t'as été un petit peu malveillant là avec Solal, je comprends pas. C'est-à-dire que c'est moi il y a 3 ans, je lui mettais des tartes pendant le confinement parce que je faisais l'école à la maison et j'en pouvais plus. Donc vraiment, la première fois que j'ai levé la main sur mon fils, je le dis parce que ça arrive à tout le monde. J'ai compris que si je faisais pas quelque chose, ça allait devenir une habitude, comme toutes les mauvaises habitudes que j'ai mis en place. Ça va pas, je prends un verre. Ça va pas, j'achète de la drogue. Enfin, je sais ce que c'est. Toi, tu t'assumes totalement.
T'es raccord avec... Je l'ai pas roué de coups. Il m'a tellement mise en colère, et c'était même pas pour faire son éducation, parce que c'est juste un manque de contrôle. Ouais, c'est genre, nerfs, on est à bout de nerfs, et puis le Covid, et puis tout ça, et puis on m'a mis ma tournée. Pour moi, j'en voulais à la terre entière, c'est-à-dire que c'est bon, j'ai arrêté de consommer, j'ai fait un album, j'ai fait un livre, et puis j'ai pas le droit de faire ma tournée, je dois faire l'école de mon fils, et puis j'ai un cancer. Donc ça, tu l'as appris pendant le... Juste, en sortant du confinement, ouais. Donc je trouvais que l'univers était pas super alors cool. que tu travaillais énormément sur toi, ça te le rendait pas encore. Ça me le rendait pas encore. Et tu sais ce que j'ai compris, en fait, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui comprenait très vite les choses, et ça c'est vrai, j'assimile très vite et j'ai besoin d'apprendre tout le temps, et je comprends, et ça me met très en colère parce que j'ai un temps d'intégration très lent. Et en fait, ça me met très en colère, mais sauf que je m'étais en colère contre les autres, parce que d'un coup, mon fils me mettait hors de moi, alors que moi, j'étais en train de lire Frédéric Lenoir, Christophe André, voilà. Alors, c'était mes premières lectures, et elles m'ont amené à d'autres choses, et encore à d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, Spinoza, pour moi, il doit être étudié au-delà de de Frédéric Lenoir, qui m'a introduit à Spinoza. Aujourd'hui, je lis des trucs, j'aurais pas cru pouvoir comprendre une ligne de ce que je lis. Et comment tu arrives à garder la spiritualité quand tu débutes, quand tu as l'impression de tout faire parfaitement, mais que ça te le rend pas encore? Parce que je pense que j'étais pas spirituelle, je manquais vraiment d'humilité, j'avais l'impression que tout m'était dû, et que tout était de mon fait. Je suis trop forte, j'ai arrêté de consommer, je suis trop forte, regardez ce que je fais, regardez. T'as arrêté de consommer sans aide? Sans aide, et surtout sur ma volonté. J'ai cru que la volonté suffisait. Ça peut suffire un certain temps, mais ça a marché un certain temps. Mais il y a eu 2 époques, quoi. Il y a eu les 3 premières années, 2017-2020, et puis il y a eu 2020-2023. Si, attention, oui, mais bon, c'est quand même, c'est sporadique, hein. C'est un suivi, en fait. Oui. Disons que ça me montre qu'il y a le déclic et que tu as envie d'être aidé, que tu as envie t'as de la bonne volonté, quoi. Quand j'ai rechuté, justement, et donc là, à ce moment-là, il y a tout qui revient, en fait, hein. Moi, c'est confinement, arrêt de la tournée, cancer, rechute. J'ai fini à Sainte-Anne, j'avalais une boîte de Lexomil, en fait. Tu voulais plus vivre, en fait. Voilà. Donc peut-être que l'éveil spirituel vient de ça aussi. Peut-être que pendant ces 3 jours où j'étais on va dire, c'était pas un lavage d'estomac, c'était une antidote. Donc j'étais aux urgences pendant plus de 48 heures. Et ça, je le dis parce qu'il est dans mon livre des Montagnes Roses, mais ça, c'était dû à un trop-plein de beaucoup de choses, j'en sais rien, à ce que je suis intrinsèquement, c'est-à-dire quelqu'un de fragile. Et, tu te définis comme quelqu'un de fragile ? Oui, mais fragile parce que fêlé et vide. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là d'avoir rempli tout ça, donc c'est merveilleux, donc je me sens forte. Mais jusqu'à ce moment-là, oui, c'est très fragile, tout est précaire. C'est pour ça que mes amis, elles rigolent, oui, là, t'es là, mais tu seras peut-être là et tout, mais elles ont raison. En fait, il faut être très humble et je sais pas de quoi est fait demain. Je sais qu'aujourd'hui, c'est merveilleux et je sais pas de quoi demain est fait. Je fais mes examens médicaux cette semaine, le contrôle des 6 mois, donc ça fera 2 ans. Franchement, j'emmène pas large, tranquille, quoi. Et ça, tu le fais bien, parce que je lisais une interview où parfois tu disais que tu allais pas, tu savais qu'il y avait un problème, mais... Avant ? Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Non, là, je fais tout. Tu fais tout bien ? Ouais, je fais tout et sans peur. Sans peur, voilà, c'était la question. Peur, ouais. Non, parce que la peur, elle sert à rien, vraiment, parce que je me dis, s'il y a quelque chose, il sera toujours temps de s'inquiéter. Ça va être déjà une bonne tannée de devoir repartir sur un traitement. Je vais pas m'inquiéter 6 mois avant. Enfin, dans ce cas-là, tu vis plus, quoi. Comme aujourd'hui, je pense que le but de la vie, c'est de vivre, ça sera un peu con. En effet. Tu as beaucoup parlé donc des addictions. J'ai beaucoup parlé tout court. Oui, mais ça a toujours été super intéressant. Et justement, là, on parlait de ce cancer du sein qui arrive en 2021. Il y a eu une ablation d'un sein, 2 mois de radiothérapie. Et ça, tu dis, ça va, je le vis correctement. Parce que tu pensais que le plus dur était fait. Parce que je pensais que j'avais eu beaucoup de chance de ne pas faire de chimiothérapie, surtout. Donc, j'étais tellement heureuse de pouvoir bénéficier de ce traitement. Oui, mais bon, on vous dit qu'il y a des cellules cancéreuses dans un sein. On est content de l'enlever, en fait. T'as envie tout de suite qu'il s'en aille ? J'avais vraiment hâte. J'apprends ça le 27 avril. On me dit que c'est le 27 mai. Pour moi, c'est les 1 mois les plus terribles de ma vie. Tous les matins, tu te lèves, tu sens que t'as le cancer, quoi. Donc, c'est un peu violent. Et puis, la radiothérapie, ça m'a un peu pourri l'été. Mais en fait, les conséquences, elles arrivent plus tard. Tu vois, là, je suis brûlée, c'est rien ça, hein, mais c'est la peau.
Et puis il y a des tendons qui ont été atteints, il y a des choses, voilà, c'est parce que ça brûle tout en fait. Donc ça vient plus tard, mais c'est 1 minute par jour, donc on sent rien. C'est juste qu'il fallait être à Paris tout le mois de juillet, d'août et tout. Bon, c'était un peu relou. Et puis après on m'a dit, et puis maintenant c'est cool, vous êtes en rémission et donc c'est un cachet par jour pendant 5 ans. Voilà comment on nous vend le justement truc. ces cachets. C'est l'hormonothérapie, c'est pour les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire en fait le cancer enfin, les cellules cancéreuses sont captées par des récepteurs hormonaux et en fait elles se reproduisent de cette façon-là. Et s'il n'y a pas d'hormones, en fait, pour le coup, voilà, à la toutes femme. les hormones féminines, c'est-à-dire oestrogène, progestérone, il faut arrêter d'en produire. Donc ce qu'on te donne, c'est pour stopper la production voilà, de c'est ces donc hormones. une ménopause induite brutale. Bon, je me dis, c'est pas grave, au moins j'ai pas fait de chimio, j'aurai plus mes règles, tant mieux. Ça va me faire 5 ans de vacances. Et en fait, 1 mois après, il y a tout qui commence à sombrer. Je voyais plus le but de rien. J'étais vide. Mais vide, pas comme avant, hein, pas vide, parce que là, j'ai commencé à Sans boire. émotion, En plus, justement. Non, mais je me suis dit, ça va, j'ai tué personne, j'ai le droit de boire, quoi, en fait, puisque je savais pas encore que j'étais malade et que c'était une maladie et que si je rebuvais un verre, ça allait repartir. À ce moment-là, tu le sais pas encore? Je sais pas encore et je rencontre les groupes de narcotiques anonymes, là, à ce moment-là, et ça a changé ma vie. Alors que ça fait déjà des années que tu as arrêté de boire. Ouais. Tu fais cette démarche qu'après? Oui, parce que je comprends que je suis malade. Enfin, je savais pas, mais on me le dit en réunion, en tout cas, j'apprends ça après. Mais à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais boire un verre ou 2, ça va me faire du bien. C'est les seuls moments où je me sens un peu vivante. Sauf que tout de suite, l'alcool amène à l'alcool à outrance, à outrance. Et l'alcool à outrance amène à la cocaïne tout de suite. En fait, mon cerveau est foutu comme ça, c'est gaulé comme ça. Aujourd'hui, je suis accro à la molécule cocaïéthylène. Ouais. Donc, si tu prends de l'alcool, tu prends de la cocaïne. Si tu prends de la cocaïne, tu prends de l'alcool. Ceux qui arrêtent les deux. Voilà. Ceux qui veulent pas arrêter, souvent, ils se laissent. Moi, j'ai fait ça pendant quelques années avant 2016. En 2016, j'ai arrêté de boire pendant 4 mois. J'ai arrêté la cocaïne pendant 4 mois et en fait, j'ai voulu reboire. Enfin, j'ai compris que je pouvais pas. Il fallait que j'arrête les deux. En 2017, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête les deux. On me l'a dit. Donc là, on m'a dit c'est une maladie et c'est une maladie qui opère par rechute, c'est une maladie chronique. Donc les rechutes font partie du rétablissement. Elles sont pas obligatoires, bien sûr, mais parfois des rechutes peuvent amener à cet éveil spirituel. Il y a un moment où la rechute elle est trop quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est un travail de tous les jours. Moi, je suis en réunion tout le temps. C'est un programme qui s'appelle les 12 étapes. Alcoolique anonyme, narcotique anonyme, outre-mangeur anonyme, débiteur anonyme, tout ça existe. Donc il y en a pour tout le monde. Et c'est un programme spirituel, c'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est tous les jours? Tu vas quand tu veux. Moi, j'adore y aller. Comme beaucoup d'addicts. Bah, c'est un peu aussi ce qui est ton podcast. Ouais. C'est pour aider les autres, ouais. Pour aider à lutter contre ces addictions, Exactement. la comprendre, ouais. L'expliquer. En fait, ce programme fonctionne sur le fait qu'il n'y a pas de meilleure aide pour un alcoolique ou un dépendant qu'un autre alcoolique ou un autre dépendant. Donc, c'est des histoires de parrainage. Et en fait, c'est des gens qui ont tous connu la même chose, qui aident d'autres gens qui arrivent. Et après, ces gens-là qui viennent d'arriver aideront à leur tour d'autres gens. Et en fait, toi, en aidant, gens, là, alors. Voilà. Et en aidant d'autres gens, toi, tu restes clean parce qu'en fait, tu deviens important pour eux. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sens le poids des responsabilités. Ouais. Une sorte de compagnonnage un peu. C'est hyper important. Sur cette histoire d'hormonothérapie, t'expliques aussi que... c'est ça, en fait, un peu contre quoi tu mets en garde. Enfin, tu veux avertir plus que toi, t'as manqué d'avertissement ou d'explication. Alors ça, à ce moment-là, je me suis un peu révoltée. Il y avait de l'indignation. On a l'impression qu'on n'a pas été prévenu, que ça aurait été différent et tout. Aujourd'hui, je pense pas ça. Aujourd'hui, pour moi, ce qui s'est passé devait se passer. Et si on m'avait prévenu, peut-être que ça aurait été encore pire parce que j'aurais prévu des choses horribles. J'en sais rien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, si on a un terrain propice à une santé mentale fragile, l'hormonothérapie est extrêmement violente. C'est une piqûre par mois qui bloque, qui arrête le travail des ovaires. C'est un cachet par jour qui empêche toute sécrétion d'hormones. On se retrouve donc sans les hormones. Je sais pas si tu vois comment t'es juste avant tes règles. Oui, bien sûr. fait, t'es comme ça 24/24. Donc, sauf que à chaque fois qu'à la fin tu as tes règles, tu lui dis c'était ça, je suis mieux. Il y a cette remontée de progestérone, il y a cette redescente de je sais plus quoi. Enfin voilà, je suis pas biologiste, hein. Mais franchement, il se passe quelque chose dans le corps humain avec les hormones. C'est très important et souvent l'envie, la libido, tout ça, on la sent. Tu disais que tu avais plus de libido.
Bah non. Évidemment que non. Et là, c'est quelque chose que tu gères mieux? Ah bah je suis célibataire, ouais. Non, je parlais pas que de la libido. Non, je parlais de l'hormonothérapie. Parce qu'il y a quand même mais aussi... en fait, à ce moment-là, quand j'ai fini à Sainte-Anne, j'ai heureusement, comme c'est un traitement chimique, il faut pas avoir peur de préparer ce traitement chimique par quelque chose qui va au moins contrer, même si c'est pas la même chose, mais les antidépresseurs à faible dose, ça peut vraiment aider. Moi, on a commencé très haut, parce que quand on arrive à Sainte-Anne inconsciente, en général, on vous blinde de tout. Ouais. Ça, c'est honnêtement pas super bien passé parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout comprises, notamment l'addiction. L'addictologie, c'est très récent. Il y a des psychiatres là-bas qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire que quand on leur dit qu'on est addict, ils disent non mais t'es dépressive. Enfin, non, en fait, il y a tout ça. Il y a ils connaissaient rien non plus à l'hormonothérapie. Donc je me retrouve avec des gens qui disent elle est bipolaire, on va lui donner du lithium. Moi, je suis totalement à mort. Je suis restée 1 mois là-bas. 1 mois. Et toi, tu prends ce qu'on te donne? Oui, bien sûr. Et puis je dis ça va pas mieux. Et pendant 6 mois, donc ça c'était en septembre 2021, jusqu'à janvier en fait de 2022, je me retrouve. C'était là, c'est hier. Et puis c'est juste après ton opération. C'est hier, ouais. Le traitement. Moi, aujourd'hui, quand je vois comment je vais aujourd'hui, je veux que les gens sachent. Pour ça, pour moi, là, je dis beaucoup de choses qui sont dures, mais c'est un message porteur d'espoir parce que je n'aurais jamais cru par rapport à la dépression, par rapport à l'addiction, par rapport au cancer, par rapport à l'hormonothérapie. Il y a énormément de sujets, en fait, que je veux aborder parce que tout ça peut paraître insurmontable. Il y a des moments où on a vraiment envie de mourir parce que je me dis, je vais pas continuer comme ça pendant 5 ans. C'est vrai qu'on a du mal à se l'imaginer parce que là, on sent quelqu'un qui va bien, quoi. Et qui est rempli de vie. J'étais morte et je peux vous dire que les gens qui me voyaient à ce moment-là avaient vraiment peur parce que ça se voyait que j'avais envie de mourir et que j'étais déjà morte, en fait. Et je veux vraiment expliquer qu'il faut garder la foi et que ça veut dire que si je suis là aujourd'hui dans cet état-là, c'est que tout est possible. Et deuxièmement, il faut aussi pas oublier, pas perdre de vue que les choses se réparent pas du jour au lendemain. C'est vraiment une histoire de patience et qu'en fait, il faut introduire dans sa vie petit à petit des choses positives pour enlever des choses négatives. En fait, il faut déstructurer tout le cercle vicieux pour instaurer des cercles vertueux et on défait des mécanismes pour en mettre des nouveaux. Voilà, on construit pas de temple nouveau sans en détruire un. En fait, ça c'est Nietzsche, c'est pas moi. Non, je me dis donc, c'est brillant. Non, André Gide, c'est encore plus beau. On n'atteint pas de terre nouvelle sans perdre de vue un rivage, le rivage qu'on quitte, quoi. En fait, à un moment donné, on quitte ce rivage, on le voit de loin. Je vois la dépression s'éloigner, je vois l'addiction s'éloigner, je vois les choses, mais elles sont toujours là. Et à un moment donné, on arrive sur une terre nouvelle, et là, on ne voit plus cet ancien rivage. Et ce qui est dur aussi pour l'hormonothérapie, c'est la transformation physique, tu disais. J'ai beaucoup de chance aussi parce que franchement, si j'avais écouté tout le monde, peut-être que d'ailleurs ça se serait plus mal passé. Moi, j'ai gardé en tête que j'allais pas bouger, que oui, j'avais mal partout, et c'est pas grave. Du coup, ça me fait faire du yoga, c'est une chance. Parce que tu dis que c'est un vieillissement accéléré. Oui, moi je vois ma peau, il y a plein de choses qui vieillissent beaucoup plus vite, je pense. Mais je pense qu'aussi 45 ans, c'est un âge charnière. On vieillit, quoi. 45 ans, on n'est plus... je pense que moi, j'avais l'impression que j'étais à mon apogée à 35 ans, de toute façon. C'est mon avis, attention. Moi, je trouve toujours aussi jolie. Ah, t'es gentille, merci. Non, mais vraiment. Je sais pas, tout à quel âge? J'ai 35 ans. Ouais, je suis censée être à mon apogée. Ouais, j'allais te dire, franchement. Ouais. Moi, je vois en toi ce truc-là de 35 ans. Pour moi, on est femme et en même temps, on garde cette fraîcheur, quoi. J'aime beaucoup cet âge, 35 ans. Ouais, la trentaine, quoi. On aime bien la trentaine. Non, 35. Et tu disais... Par contre, tu me donnes une baguette magique, je ne reviens à aucun moment de ma vie. Je ne veux pas avoir 20 ans. Non, mais je veux pas avoir 20 ans, je veux pas avoir 10 ans, je veux pas avoir 35, je veux pas avoir même 44. Mais on t'a remis en garde aussi sur ces histoires de poids. J'ai l'impression que toute ta vie, on t'a parlé de poids. On t'a dit, avec l'hormonothérapie, tu vas prendre 10 kilos en 5 ans. Ouais. 10 kilos en 5 ans, c'est ça. Mais les femmes le prennent. Hein. Moi, j'ai pris quand même 1,5 kg en 2 ans. C'est pas grand-chose. Parce qu'on m'a pesé aux derniers examens il y a 6 mois. Mais moi, je les vois pas. Alors qu'avant, je perdais du poids, je croyais que j'avais grossi. Donc, non, je les vois pas du tout. Il y a un rapport quand même compliqué aussi. Dysmorphophobie, vraiment. Avec la balance. Ouais. Tu disais quand tu t'es séparée aussi de ton mari, t'as pris 12 kilos en très peu de temps et c'est l'époque où tu... D'abord, j'ai perdu 7 kilos. Et après, j'ai pris 12 kilos. Et t'avais l'impression quand t'allais sur scène, c'est le moment où tu... Ouais, mais là, c'était vrai.
Mais t'avais l'impression... En fait, tu disais, je passais les premières chansons à regarder si les gens me trouvaient grosse. Mais ça, je pense qu'il y avait dans le regard des gens, il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Déjà, déjà j'avais morflé par rapport à ce mariage et ce divorce. J'avais morflé par rapport à la consommation d'alcool et de drogue. J'avais pris en effet 10 kilos. Je m'étais coupé une frange, ça ne me va pas du tout. Franchement, j'étais pas la même personne que la petite nana qui arrivait faire la liste, c'est vrai, et c'est clair et net. En 2010, moi, toutes les photos que je regarde, ça me fait mal au cœur. Je sens Encore maintenant ? Ah oui, je m'aime pas du tout. Je m'aime pas du tout, et ça se voit que je m'aime pas en plus. Mais comment t'arrives à performer sur scène en pensant... C'était horrible. Ouais, en pensant à l'image que tu renvoies physique alors qu'ils viennent regarder une prestation. Il n'y a pas pire. Mais même la prestation était très mauvaise parce qu'en plus, j'étais pas moi-même. Non, il y a des années où j'ai pas envie d'être sur scène et j'y suis parce qu'il faut y être. Mais voilà, la scène, c'est très dur. Mais très dur. Il y a des moments, là, je peux vous dire, je commence à avoir un petit peu envie d'aller sur scène, là. Là, ça commence à me chatouiller parce que j'ai fait des chansons et il y aura peut-être un album finalement alors que j'avais pas prévu du tout. Et je me dis, ça va être quand même cool. Mais j'ai envie d'y aller avec ce même état d'esprit. Je prie pour la première fois de ma vie être sur scène avec cet état d'esprit-là. En fait, j'ai envie d'essayer la scène en étant cette Keren-là d'aujourd'hui. Mais en fait, on peut pas dire qui je suis. En fait, c'est tellement dynamique ce qu'on est. Donc, ça sera pas pareil demain et c'était pas pareil hier. Mais là, c'est une envie qui revient. Ah bah oui, parce que je vais tellement bien que je me dis ça doit être génial d'être sur scène. Parce que j'ai eu des copines comme ça qui étaient sur scène et qui oublient tout sur scène. Par exemple, Julie Zenati. Elle peut penser à tout ce qu'elle veut avant ou après et tout, mais sur scène, elle est habitée. Et elle s'en fout. Pas à te séparer de ce qui t'animait ou te dédruisait quand t'arrivais sur scène. Et c'était pire, limite, en fait. Mais c'est horrible. Parce que tu te sens encore plus... C'est horrible. Après, j'ai eu la chance, parfois, grâce à l'alcool, de switcher un moment et d'oublier tout ça et d'être dans le concert. Quand je veux dire l'alcool, c'est-à-dire quand j'avais bu, mais pas trop. Genre un verre, un truc me détendre. Un peu aviné, mais malheureusement, je commandais des verres sur scène à mon régisseur. Le pauvre, il savait plus quoi faire. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qui est derrière. J'espère, oui, mais il faut pas oublier. Il faut pas oublier parce qu'en fait, c'est une maladie. En fait, pour ça que je te dis, j'y vais souvent en réunion parce que c'est une porte qu'il faut jamais entrouvrir. Et quand tu vas en réunion, tu vérifies qu'elle est bien fermée. Tu te rappelles, tu vois des gens arriver qui ont consommé la veille ou tu vois des gens qui ont 10 ans clean. Tu dis, je veux être eux. Tout te donne envie de rester clean, en fait. Tu as dit que tu as parlé de ta spiritualité. Si tu avais des conseils à donner pour se réapprivoiser son corps Alors moi, je ne peux pas te donner autre chose que le yoga, mais le yoga en tant que philosophie du yoga et tout ce qu'il comporte, c'est-à-dire méditation et respiration. Sophrologie alors ? Sophrologie, pourquoi pas, mais moi je trouve que dans la philosophie indienne, il y a tout. Donc j'ai eu la chance de faire une formation de yoga ayurveda au moment du confinement. Avec vraiment une... Tu pourrais être professeur de yoga alors ? En fait, j'ai pas du tout envie. Mais là, je vais donner 2 cours de yoga dans un festival. J'ai trop hâte. Là, Ah, quand même. Ouais. En fait, je fais un festival où je fais tout. Je fais une conférence, je fais un débat, je fais un concert avant Louis Bertignac sur scène, et je fais. C'est le Rose Festival. Ouais, en fait. Le mec a pris toutes les cordes que j'avais à mon arc. Il a pris l'arc complet. Il a dit allez, on va prendre l'arc. Et donc, je peux donner des cours parce qu'en fait, je pratique tellement que je pense que même sans validation de formation ou pas, en fait, j'ai beaucoup à transmettre, ça je le sais. Mais je pense qu'il faut commencer par la respiration. C'est ça qui fait qu'on va se réapproprier son corps, parce qu'en se réappropriant son souffle et en posant sa conscience sur le souffle, on va déjà méditer sans s'en rendre compte, on va se relaxer sans s'en rendre compte, et on va aussi réguler son système sympathique, parasympathique et retrouver une homéostasie qui est un équilibre. Homéostasie. Ouais, c'est magnifique ce mot. Méditer, tu y arrives facilement ? Oui, mais ça m'empêche pas parfois d'avoir besoin d'audio. Alors je fais les deux. Je médite souvent sans rien. Je peux méditer partout, donc ça c'est génial. Par contre, je suis un peu mystique. Moi, j'adore les gourous qui font un petit peu débat. Joe Dispenza, Deepak Chopra, ce sont des figures du développement personnel mondial qui vendent des millions de livres. Donc ça laisse beaucoup quand même à débattre, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui pensent que c'est des charlatans. Mais en fait, il faut faire attention parfois. En effet, il ne faut pas se laisser totalement embrigader, mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et moi, dans Joe Dispenza, je conseille énormément ce livre, Rompre avec soi-même, parce que c'est un livre audio avec les méditations. Et il y a tout un truc, un peu de la spiritualité New Age. Travaillé quand même, hein. Tu sais, la loi de l'attraction. Oui, bien sûr. Il y a ça. Et en fait, moi, depuis que je fais ça,
Je vous visualise des choses et elles arrivent. Il faudrait que je le fasse davantage. Tu fais un peu ? Un petit peu, mais il faudrait plus que je le fasse au moment d'aller me coucher. Ouais, Je trouve que c'est les meilleurs moments. ouais. Bah, soit le matin très tôt, soit le soir. On a l'habitude de terminer les entretiens avec Déjà 3 questions. Bah oui, on peut rester encore. Hein. Ta définition de la beauté? Pour moi, c'est la... Tu vois, c'est encore très compliqué pour moi. Parce que j'ai envie de te dire que c'est la lumière qu'on dégage, pour moi. Donc je pense que ouais, c'est l'aura. C'est joli, ça reste c'est la lumière. Ton mantra qui t'accompagne au quotidien? C'est il vaut mieux marcher en boitant sur le bon chemin qu'en courant sur le mauvais. C'est Saint-Augustin, ouais. Et comment on dit ciao au complexe? Ah bah on leur dit ciao en fait. Non mais vraiment. Ça suffit. Bah en fait on dit en fait je ne veux plus être cette personne-là. Avant de pouvoir se libérer de quelque chose, il faut l'admettre. Donc ça c'est très important dans ce truc-là de Joe Dispenza. C'est d'abord dans une méditation, dans un moment de grande relaxation. Si vous pouvez écouter des méditations de Joe Dispenza ou d'autres, une fois que vous sentez ce truc-là un peu comme un état d'hypnose, un état de conscience un peu modifié, élargi, voilà, admettre ce qui vous pourrit la vie, de dire j'admets que je suis impuissante face à l'alcool, j'admets que je suis impuissante face à mon regard destructeur, j'admets que je procrastine, que je n'arrive pas à faire ce que j'ai à faire, j'admets tout ça et je désire changer. Et je veux être aujourd'hui cette personne-là et visualiser la personne que vous seriez dans vos rêves. Je vous jure, ça marche. Bah oui, de toute façon, ça coûte rien de tester. Hein. En fait, c'est ça. C'est exactement. Ça. Merci d'être venu partager avec nous tous ces moments, sans filtre, la richesse de ta vie, puis les leçons qu'on a tirées. C'est beau ça. Oui. Merci beaucoup. C'était Rose. très agréable. Merci Malika. Et merci aux techniciens avec nous. M Radio, Malika sans complexe. L'interview.